Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au troisième cours. Juste avant de commencer, je vais juste simplement vous montrer les quelques ajouts que j'ai faits sur la page Studium au cas où vous ne les avez pas vus. Donc, sur la page Studium, vous trouverez dans le module 2 l'activité de groupe qui est à faire pour jeudi, en fait, qui est à remettre pour jeudi minuit. Donc, si vous cliquez dessus, vous trouverez les lectures obligatoires ainsi que les 8 questions qui sont à remettre. Et cette activité est à faire en groupe, donc vous pouvez consulter votre groupe avec ce lien ou si vous n'êtes pas déjà dans la canal Teams de votre groupe. J'ai également mis les quelques diapos qu'il y avait d'animation dans le cours précédent, dans le cours 2, puis qui paraissaient, mais en fait que vous avez, qui bloquaient certaines images dans votre version PDF. Donc, je vais commencer le troisième cours. Okay. Donc, ce troisième cours va couvrir la structure du génome. Donc, on va parler un peu du génome. Ça va être plus du vocabulaire et de la sémantique, la première partie du cours. Et par la suite, on va tomber dans le vif du sujet, donc la réplication de l'ADN. Donc, afin de bien comprendre la réplication, on va bien couvrir la structure du génome, de la chromatine, pour que la deuxième partie soit plus compréhensible. Donc, à guise d'introduction, voici un petit film qui montre des œufs de drosophiles qui sont en train de se diviser. Donc, le syncytium de l'embryon de drosophile dont le génome se duplique et se sépare un certain nombre de fois avant que les membranes vont se former. Donc, ça accélère le développement. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est les chromosomes qui se condensent et ensuite qui se séparent. Donc, on voit le matériel juste avant la condensation, où on a la réplication du matériel génétique. Donc, tous les chromosomes sont copiés très rapidement avant d'être ségrégés et se diviser. Donc, le plan de la séance, c'est de voir comment la réplication peut se faire. Donc, on va commencer par la structure du génome, donc comment les gènes sont organisés à l'intérieur des chromosomes, comment la chromatine s'organise à l'intérieur de l'espace, donc du noyau, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de séquences à répliquer, il faut aussi avoir accès à ces séquences pour transcrire les gènes et les exprimer. La réplication, donc l'implication de toutes les protéines et comment elles collaborent pour que le phénomène de réplication puisse se produire correctement dans un temps raisonnable. Les origines de réplication, donc d'où est-ce que la réplication commence. Donc, il faut organiser la machinerie de façon assez précise, en fait, dans un endroit assez précis pour qu'on puisse répliquer. Et comment la réplication se termine. Donc, on arrive à un problème lorsqu'on arrivera aux extrémités des chromosomes pour pouvoir les répliquer complètement. Donc, la première partie, la structure du génome. Donc, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce qui est codé dans son ADN. Donc, le matériel génétique, c'est ce qui est dans le noyau et qui contient tous les gènes pour exprimer chez l'individu pour qu'il puisse survivre dans le fond. Okay. Il y a aussi un génome à l'intérieur des mitochondries qui sont des anciens bactéries. Donc, le génome est très réduit
mais quand même essentielles parce que les protéines qui sont produites, par exemple, par la mitochondrie, sont des protéines qui sont responsables de certains mécanismes dans la respiration cellulaire. Et même chose pour les chloroplastes chez les plantes. Donc, les mitochondries et les chloroplastes ont un génome résiduel qui est essentiel. Donc, qu'est-ce qu'un gène? Donc, si le génome, c'est l'ensemble des gènes, comment est-ce qu'on définit un gène? Donc, cette définition a beaucoup varié au cours de l'histoire et ça s'est précisé davantage lorsque nos connaissances sont avancées. Donc, au départ, c'était un caractère transmissible, donc qui est apparu avec la sélection artificielle. Par exemple, quand on essaie de développer des cultivars qui produisent plus, donc des poules qui pondent plus. On ne sait pas vraiment quel gène on sélectionne dans ces cas, mais on sélectionne un caractère. Donc, on sait que les caractères sont portés par un ou plusieurs gènes. Donc, portés par l'ADN. Donc, ça, on a longtemps pensé qu'un gène, c'est une portion d'ADN qui donne une protéine. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas exactement vrai car un gène peut donner plusieurs protéines. On sait que certains gènes ne codent pas pour des protéines, mais plutôt pour des ARN qui ont une autre fonction que être simplement traduits en protéines. Par la suite, on pensait qu'un gène, c'est un transcrit d'ARN. Donc, on commence à s'approcher de la définition qu'on a aujourd'hui, mais il y a des mutations qui vont affecter le gène et qui vont affecter son expression sans affecter son contenu. Donc, il peut y avoir des changements dans la séquence qui vont changer à quel moment ce gène va être transcrit ou à quel endroit il va être transcrit. Donc, encore un peu plus spécifique, donc un gène, c'est un transcrit d'ARN avec les séquences contrôlant la production de ce transcrit. Donc, il faudrait inclure dans la définition du gène les séquences qui contrôlent la production et l'expression du transcrit. Et finalement, aujourd'hui, la définition qu'on arrive, c'est l'ensemble de segments d'acide nucléique contenant l'information nécessaire pour produire un ARN fonctionnel de façon contrôlée. Donc, la partie qui parle des séquences contrôlant la production de ce transcrit, ce n'est pas nécessairement pratique parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, on pensait que ça impliquait seulement les séquences immédiatement devant le transcrit qui agissait comme promoteur et qui contrôlait l'expression de la protéine. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des séquences qui peuvent être très, très loin et qui peuvent aussi influencer le transcrit. Toutefois, ça, c'est la définition avec laquelle on va travailler. Donc, les gènes sont quand même un peu différents selon le type d'organisme qu'on va regarder. Par exemple, dans les bactéries, les gènes sont généralement organisés en opérons. Donc, ici, on a un opéron qui code pour 3 gènes, Z, Y et A. Donc, ça, c'est les protéines qui vont être codées par ce gène et qui est toutes sur le contrôle d'un promoteur. Donc, on va avoir un seul transcrit qui est produit, donc qui est appelé polycistronique, parce qu'il contient plusieurs points où la traduction peut être initiée. Donc, à partir d'un seul ARN messager chez les bactéries, on peut produire 3 protéines distinctes. Donc, on a un transcrit polycistronique qui contient l'information pour plusieurs protéines. Donc, c'est ce qu'on va voir plus en détail dans les prochains cours. Donc, chez les eucaryotes, l'organisation des gènes est faite de façon complètement différente. En général, les génomes eucaryotes sont aussi beaucoup plus longs que les génomes bactériens et les gènes aussi sont beaucoup plus longs que les gènes bactériens.
Donc, par exemple, ici, on a un seul promoteur qui contient plein de séquences régulatrices et qui peut être aussi régulé par des séquences beaucoup plus loin qui contrôlent l'expression de cet unique gène, mais qui est interrompu par des introns. Donc, les petits boîtes bleues, dans le fond, les boîtes bleues foncées que vous voyez, c'est les introns. Donc, les introns devront être éliminés dans l'ARN messager. Donc, on va transcrire un transcrit primaire qui contient tout ce qui va être transcrit du signal du départ au signal d'arrêt et on va éliminer les introns. Et donc, attacher ensemble les exons pour donner un ARN messager mature qui va pouvoir être traduit en protéines. Donc, ici, les gènes sont discontinus et sont beaucoup plus longs. Et en général, ça code une protéine, mais il faut quand même nuancer ça car on peut attacher les exons de façon variable, de façon différente et donc faire varier la protéine par ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Donc, un gène, donc, on peut donner plusieurs transcrits différents et donc donner des protéines différentes, mais qui vont quand même se ressembler parce qu'ils vont contenir à peu près la même séquence, mais avec des petites différences. Donc, la génomique, ça a commencé à partir, dans le fond, ça s'est développé à partir du moment où on pouvait séquencer l'ADN et ça a pris toute une importance et une dimension différente. Donc, le premier génome qui a été séquencé, c'était environ vers la fin des années 90. Et par exemple, ici, on a le génome de E. coli. Donc, dans le génome de E. coli, toutes les boîtes jaunes ou oranges représentent les régions qui codent quelque chose sur le génome. Donc, sur le brin en jaune, il y a un brin en jaune et l'autre brin en orange. Donc, pas mal toute l'ADN est occupée et il n'y a pas vraiment des grandes parties d'ADN qui codent rien. Donc, il y a beaucoup de gènes qui sont codés sur les deux brins et il y a aussi des gènes qui se chevauchent. Donc, lorsque un gène est codé sur un brin et l'autre gène est codé sur l'autre brin. Donc, c'est très dense et il y a beaucoup d'informations dans le génome de E. coli. En contraste avec le génome humain, qui est très, très grand, et donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement une partie d'un morceau du génome humain qui a été séquencé pour la première fois au complet en 2001. Donc, quand on a fait une carte du génome, on peut dire sur quel chromosome se situe quelle séquence et comment tout cela est organisé par rapport au reste. Donc, ici, on voit la séquence complète du chromosome 22, qui est le deuxième plus petit chromosome du génome humain. Donc, le plus petit étant le chromosome 21. Mais c'est un des plus denses. Donc, c'est un où il y a le plus de gènes codants, mais il y a quand même beaucoup d'espaces où il n'y a pas de gènes connus. Donc, ces espaces, dans le fond, vous pouvez voir la zone ombragée en orange qui contient où il y a beaucoup de gènes codants, mais aussi beaucoup d'espaces où il n'y a pas de gènes. Et donc, ces espaces qui ne contiennent pas de gènes codants contiennent des séquences répétées ou des séquences régulatrices. Donc, les carrés en orange foncé correspondent à des régions qu'on sait qu'ils contiennent une région codant. Donc, un gène codant
c'est une protéine ou un ARN fonctionnel. Donc, on peut tout de suite remarquer que c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus espacé que comparé au génome de E. coli. Et en fait, le chromosome 22, c'est un des plus denses chromosomes retrouvés chez l'humain. Donc, un où il y a beaucoup plus d'informations par rapport au contenu génomique complet. Donc, cette diapo, c'est simplement pour comparer comment les gènes sont organisés chez les eucaryotes. Donc, le chromosome est linéaire avec des séquences codants disséminées un peu partout, versus les prokaryotes comme E. coli, où le génome est circulaire et où tout l'espace génomique est occupé par des séquences codantes. Donc là, vous voyez juste défiler le chromosome 22 au complet. Et donc, l'organisation des chromosomes va varier d'une espèce à l'autre. Donc, comment les gènes vont être répartis sur un chromosome va varier selon l'espèce. Donc, le nombre de chromosomes est très variable. Par exemple, chez l'humain, on a 23 paires d'autosomes et 2 chromosomes sexuels, donc 2X ou un X et un Y. Chez la levure, par exemple, donc la levure, c'est le S cellulisé, on a 16 chromosomes. Donc, il existe aussi des plantes avec des centaines de chromosomes. Chez le poulet, par exemple, il y a une soixantaine de chromosomes. Donc, c'est très variable d'une espèce à l'autre. Les bactéries ont plutôt un seul chromosome, mais rarement on peut trouver des bactéries avec plus qu'un chromosome. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un karyotype humain. Donc, on a déjà parlé des techniques d'hybridation comme le Southern blot. Donc, on peut faire ces mêmes techniques avec les chromosomes. Donc les chromosomes qui contiennent de l'ADN peuvent être dénaturés et s'hybrider avec des sondes fluorescentes. Donc, ici, on voit les différents chromosomes condensés en phase de métaphase et qui sont placés en ordre numéroté, donc de 1 à 22. Donc, qui sont environ par ordre de grandeur. La seule exception, c'est que le 22 est plus grand que le 21. Au début, on pensait que le 22 était plus petit, mais avec le séquençage, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais on n'a pas changé le numéro sur le karyotype. Donc, ça, c'était le karyotype en métaphase. Par contre, pendant l'interphase, donc ce qui correspond à la majeure partie de la vie de la cellule, donc quand la cellule n'est pas en train de se séparer, l'ADN est dans le noyau, qui est illustré ici, sous forme relâchée. Donc, ça ici, c'est une photo en microscopie électronique. Donc, vous avez la membrane nucléaire ici et la densité au milieu, c'est le nucléole. Donc, tout ce qui est dans le noyau ici correspond à la chromatine. Donc, en fait, à la chromatine et l'ADN. Donc, l'ADN est sous forme de chromatine. Donc, il y a environ, c'est moitié ADN, moitié protéine. Donc, sous cette forme où l'ADN est dispersé, c'est ce qui est nécessaire pour avoir accès aux gènes pour pouvoir les exprimer. Si on gardait les chromosomes condensés, on ne pourrait pas avoir accès assez facilement. Mais même dans cette forme, l'ADN n'est pas complètement libre et il est quand même enroulé autour des structures qu'on appelle les nucléosomes. Donc, le nucléole au centre, ici, le nucléole, dans le fond, ce n'est pas une structure membranaire, c'est simplement une très forte densité de protéines, d'ARN et d'ADN. Donc, dans le fond, en fait, c'est la région du génome qui code les ARN ribosomaux.
donc qui sont beaucoup transcrits. Donc, il y a beaucoup de protéines qui sont en train de transcrire ces ARN et beaucoup de protéines qui s'associent aux ARN qui sont en train d'émerger. Donc, l'ARN polymérase est là pour former les ribosomes et beaucoup d'ARN est produit et c'est ça qui produit cette grosse densité au microscope qu'on appelle le nucléole. Donc, chez les bactéries, le chromosome est beaucoup moins organisé. Donc, le chromosome est circulaire, il va s'enrouler sur lui-même et il y a aussi des protéines qui vont aider à maintenir cette structure. Donc, de ce qu'on connaît, la structure tridimensionnelle de l'ADN dans la bactérie est beaucoup moins importante pour réguler l'expression des gènes que chez les eucaryotes. Il existe aussi ce qu'on appelle l'ADN extrachromosomique. Donc, les bactéries peuvent être porteurs d'un ADN extrachromosomique qui sont habituellement sous forme de plasmides. Donc, c'est quoi des plasmides? C'est des petits ADN qui ne contiennent pas de gènes essentiels à la survie, mais qui peuvent porter un caractère avantageux. Par exemple, la résistance à l'antibiotique. Donc, les bactéries peuvent se diviser sans ce gène de résistance tant qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans le milieu. Mais une bactérie peut contenir plusieurs copies d'un plasmide, mais normalement, la réplication du plasmide va être sujet aux mêmes régulations que la division du chromosome. Donc, comme j'ai déjà mentionné, chez les eucaryotes, on a l'ADN mitochondrial et chez les plantes, on a l'ADN chloroplastique. Donc, l'ADN mitochondrial est pas mal variable. Ça peut aller de 6000 paires de bases chez le plasmodium, qui code que quelques gènes, et chez la plupart des animaux, ça va jusqu'à 16 000 paires de bases. Et chez les levures et les plantes, ça peut être beaucoup plus grand. Donc, c'est très variable en termes de taille. De façon générale, chez les animaux, l'ADN mitochondrial va coder 2 ARN ribosomaux, 22 ARN de transfert et 13 ARN messagers. Donc, c'est pas mal constant, sauf les ARN messagers qui peuvent varier d'une espèce à l'autre. En fait, les ARN ribosomaux et les ARN de transfert, c'est eux qui vont traduire les 13 ARN messagers. Donc, la traduction va se faire au niveau de la mitochondrie. Donc, les protéines vont à l'intérieur de la mitochondrie où elles vont jouer leur rôle dans la respiration cellulaire. L'ADN chloroplastique, c'est aussi très variable d'une espèce à l'autre. Ça peut aller de 120 000 à 170 000 paires de bases. C'est typiquement circulaire, mais ça peut être linéaire et ça va coder pour 4 ARN ribosomaux, 30 à 31 ARN de transfert et 60 à 100 protéines selon les espèces. Donc, le nombre de copies des chromosomes, c'est pas quelque chose de très variable. En fait, c'est hautement régulé. Chez les prokaryotes, il n'y a qu'une seule copie de leur génome. Et chez les eucaryotes, il y en a des haploïdes, mais la majorité sont diploïdes. Et certains sont même polyploïdes, par exemple tétraploïdes. Donc, même un organisme dit diploïde va avoir des cellules haploïdes comme les gamètes, donc comme l'ovule et le spermatozoïde, pour permettre la reproduction sexuelle. Il y a aussi d'autres cellules polyploïdes présentes chez les individus diploïdes
par exemple, les mégakaryocytes, qui sont des cellules sanguines qui produisent les plaquettes. Donc, ces cellules se retrouvent au niveau de la moelle épinière et ils divisent leur noyau un très grand nombre de fois sans complètement se diviser. Donc, l'ADN est multiplié plusieurs fois à l'intérieur de cette cellule et elles produisent plein de protéines et des morceaux de cytoplasme qui se détachent. Mais en fait, des morceaux de cytoplasme qui peuvent se détacher de la cellule et c'est ce qui va produire les plaquettes. Donc, les plaquettes, dans le fond, c'est des morceaux de mégakaryocytes qui se retrouvent dans la circulation sanguine. Et ces plaquettes vont avoir des mitochondries, mais pas de noyau. Donc les plaquettes ne peuvent pas se diviser. Ils ont une vie de quelques semaines et après ça, donc ils décèdent. Donc, l'organisation génomique des différents organismes est illustrée ici. Donc, on a vu que les bactéries qui ont des génomes circulaires ont généralement qu'une seule copie par bactérie. Et on a vu que les eucaryotes ont habituellement des chromosomes linéaires avec plusieurs chromosomes par individu. Entre les deux se retrouvent les archées, donc qui sont des bactéries, mais qui se rapprochent parfois des eucaryotes. Donc, ce sont des organismes un peu intermédiaires parce qu'ils n'ont pas de noyau, donc sont aussi comme des prokaryotes. Donc, la densité génique, donc on en a déjà parlé un peu lorsqu'on a comparé le chromosome 22 avec le chromosome de E. coli. Donc, en général, on considère que les organismes plus complexes ont des génomes plus grands et plus de gènes sont nécessaires pour produire les organismes complexes. Mais la relation n'est pas linéaire. Le nombre de gènes codés par ces génomes augmente avec l'évolution, mais la taille du génome augmente beaucoup plus rapidement. Donc, ça va faire en sorte que plus l'organisme est évolué, moins son génome est dense. Donc, plus on va avoir des séquences régulatrices et des séquences répétées, donc des séquences non codantes qui vont faire partie du génome. Donc, à titre d'exemple, ici, on a chez les prokaryotes, on voit que le génome est de 580 000 paires de bases qui codent pour un peu moins que 500 gènes, donc environ 1000 paires de bases pour un gène. Et c'est environ le même ratio pour E. coli. Chez les unicellulaires eucaryotes, le ratio est plus élevé, il est environ le double. On a environ 2000 paires de bases pour un gène. Tandis que pour les organismes pluricellulaires, ça augmente quand même de façon assez drastique, donc exponentiellement. Donc, chez les humains, il y a 30 000 gènes pour 3 milliards paires de bases dans un génome haploïde. Donc, nos gènes occupent beaucoup plus d'espace. Ici, c'est encore pour illustrer la même chose, mais cette fois-ci, on se concentre sur la protéine d'ARN polymérase qui est présente chez tous ces organismes-là. Donc, on voit que chez E. coli, c'est codé par cette boîte rouge. Chez S. cerevisiae, c'est toujours codé par la boîte rouge qui est maintenant un petit peu plus grande. Chez un organisme pluricellulaire comme la drosophile ici, on voit apparaître les carrés bleus qui correspondent à des introns.
Donc, ça prend beaucoup plus d'espace chez la drosophile. Et chez l'humain, ça explose complètement. Les introns occupent beaucoup plus d'espace que les exons étant la partie en rouge, et les exons qui sont assez petits comparés à la partie aux introns. Et donc, il faudra assembler toutes ces parties rouges pour créer l'ARN polymérase. Et en fait, il y a aussi chez l'humain et chez la drosophile des séquences en jaune qui correspondent aux séquences répétées. Donc, ce sont des transposons. Donc, c'est des séquences qui se répliquent et se déplacent d'un endroit à l'autre du génome à quelques occasions. Donc, si on regarde le contenu du génome humain qu'on a séquencé, donc il y a 3 milliards de paires de bases en total. Dans ce 3 milliards, il y a 2 milliards qui correspondent à des séquences intergéniques et 1 milliard qui correspond à des séquences reliées aux gènes. De ça, il y a les gènes qui occupent environ 48 millions de paires de bases et tout le reste, c'est des séquences répétées ici, des introns, des pseudogènes ou des séquences qui ressemblent à des gènes mais qui ne sont pas des gènes. Donc, du 3 milliards de paires de bases du génome humain, il n'y a que 48 millions de paires de bases qui sont vraiment dédiées à des séquences codantes. Donc, si on veut résumer le contenu du génome et comment celui-ci est réparti, donc si on le met sur un graphique, ça a l'air de ça. Donc, en fait, c'est que la petite boîte rouge ici qui représente la portion du génome qui code des protéines. Tout le reste, c'est d'autres éléments, comme par exemple les lines et les signes qu'on voit ici, c'est des éléments transposables. Donc, c'est des séquences qui changent de place. En gris, on a des éléments rétroviraux. Donc, c'est des éléments rétrotransposables. Et donc, la moitié de la séquence du génome humain, c'est en fait des séquences du génome répétées qui se retrouvent un peu partout à travers le génome. Le reste, c'est des séquences uniques. Donc, en vert, on a des séquences qui sont des séquences régulatrices. Et en rose, on a les intros, donc les séquences qui vont être éliminées quand le gène va être transcrit. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc la chromatine. Donc, comment physiquement est-ce que l'information génétique s'organise à l'intérieur du noyau? Donc, le génome se compacte en chromatine et c'est cette chromatine qui permet de compacter l'ADN. Donc, chaque cellule contient 3 fois 10 à la 9 paires de bases par ensemble de chromosomes. Et chaque paire de bases mesure 3,4 fois 10 à la moins 10 mètres. Donc, chaque ensemble de chromosomes contient environ plus d'1 mètre d'ADN et chaque cellule compte 2 ensembles de chromosomes. Donc, ça, si on fait le calcul mathématique, on arrive à 2 mètres d'ADN dans une cellule. Et une cellule, elle est assez petite. Le noyau mesure que 10 à 15 micromètres. Donc, il faut rendre le matériel génétique très compact pour pouvoir le rentrer dans la cellule. Donc, le parallèle qui peut être fait avec cette compaction de l'ADN, c'est la bobine de fil. Donc, la bobine de fil qui est assez grosse, mais qui contient environ 250 mètres de fil.
et que le fil est assez mince. Donc, on peut l'enrouler sur cette bobine et elle va occuper moins d'espace. Mais si on imagine l'ADN enroulé de cette même manière, on peut aussi assez facilement imaginer qu'on n'aura pas accès au fil qui se situe au centre, donc on n'aura pas accès au matériel génétique lorsqu'on veut le transcrire. Donc, la compaction d'ADN autour du nucléosome va permettre de le compacter un peu de la même manière que le fil autour de la bobine, mais que ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va enrouler de toutes sortes de façons pour réussir à garder l'accessibilité au matériel génétique. L'autre raison, donc, ouais, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est simplement pour illustrer la compaction de l'ADN avec le nucléosome qu'on va voir en détail. Et l'autre raison pour la compaction de l'ADN qui est nécessaire, c'est que la structure d'ADN, c'est comme un long filament et comme n'importe quel fil, si on ne l'enroule pas de façon correcte, il va se mélanger. Donc, c'est ce qui est prédit par la loi de thermodynamique. Donc, la chromatine nous permet de conserver l'ADN accessible et de la garder ordonnée. Donc, si l'ADN va s'associer à des protéines pour former de la chromatine, le ratio protéine-ADN dans la chromatine est environ 50-50. Donc, la majorité de ces protéines de la chromatine sont des protéines basiques qu'on appelle des histones. Et il y a aussi des protéines non histones qui font partie de la chromatine. Donc, tout ce qui est associé à l'ADN fait partie de la chromatine et il y a tout le temps plein d'enzymes qui sont associées à l'ADN, mais qui ne font pas nécessairement partie de la structure de la chromatine en tant que telle. Donc, le compactage de l'ADN en chromatine diminue substantiellement l'accessibilité de l'ADN pour les enzymes. Donc, ce qui va faire en sorte que, par exemple, tous les phénomènes de réplication, réparation, transcription sont beaucoup plus lents chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. C'est en partie dû à la taille du génome, qui est aussi beaucoup plus grand chez les eucaryotes, mais aussi parce que le génome est compacté dans cette structure très serrée de la chromatine. Donc, cette structure doit être bien faite pour garder le génome ordonné, mais en même temps, il faut qu'il soit super dynamique et facile à moduler pour pouvoir avoir accès aux différentes portions de la chromatine à différents moments. Donc, on va parler un peu plus de ça lorsqu'on couvre la régulation des gènes. Donc, la compaction chez les prokaryotes. Malgré que le génome est petit, il y a aussi une certaine compaction qui se fait, car il faut quand même le rentrer dans un espace assez restreint. Donc, on doit rentrer 1 millimètre d'ADN dans l'espace de 1 micromètre de long. Donc, le génome est super enroulé et il y a aussi des protéines, mais ce ne sont pas des histones, mais d'autres protéines qui vont jouer un rôle similaire. C'est beaucoup moins étudié car c'est moins impliqué dans la régulation chez les prokaryotes. Donc, il y a différents niveaux de structure de l'ADN génomique. Donc, durant la mitose, les chromosomes sont condensés sur la forme mitotique. Et à l'interphase, il y aura principalement 2 formes de chromatine. Il y aura les fibres de 30 nanomètres ou les fibres étendues de 10 nanomètres. En fait, c'est la même chose. Dans un cas, la fibre est enroulée sur elle-même.
Donc, la fibre la plus relâchée possible d'ADN dans le noyau de la cellule et ça se condense en 30 nanomètres et par la suite, elle va être condensée davantage pour éventuellement former les chromosomes en métaphase. Donc, les nucléosomes. Donc, les fibres les plus simples, c'est-à-dire les fibres de 10 nanomètres, sont composées de nucléosomes, qui est la façon que l'ADN s'organise autour des noyaux d'histone dans la cellule. Donc, au cœur du nucléosome, on trouve un octamère, donc une protéine avec 8 sous-unités, qui est formée des protéines d'histone. Donc, l'ADN va enrouler 1,65 fois autour de chaque histone. Donc, l'ADN fait un tour et par la suite un autre tour, mais pas au complet, donc 0,65 d'un autre tour, et avant d'aller s'enrouler autour d'un autre noyau d'histone. Et il n'y a pas beaucoup de variations dans ce nombre de tours. Il y a précisément 147 paires de bases autour d'un noyau d'histone. Et l'ADN qui relie entre chaque noyau d'histone, donc l'espace ici, représente l'ADN intercalaire. Donc, la longueur de l'ADN intercalaire est plus variable. Elle peut être de 20 à 60 paires de bases et ça peut bouger localement car la structure doit être dynamique. Donc, on peut déplacer les noyaux d'histone à un certain point pour avoir accès à un certain espace. Donc, les noyaux d'histone, donc on a 4 protéines qui forment les noyaux d'histone. Donc, il y a H2A, H2B, H3 et H4. Donc, deux sous-unités de chacun de ces 4 protéines vont former l'histone. Donc, il y aura 8 en total. Donc, les protéines H2A et H2B s'organisent en dimères. Donc, ça prend 2 dimères de H2A et H2B. Et il y a un tétramère qui contient 2 H3 et 2 fois H4. Donc, au total, ça donne 8 sous-unités, donc 8 protéines qui forment le cœur du nucléosome. Il y a aussi les longs queues N-terminales ici, donc ils font partie de la structure de l'histone. Et les cylindres ici, c'est les hélices alpha. Donc, la longue queue N-terminale dans chacun des cas, c'est qu'elle n'est pas, dans le fond, elle n'est pas structurée, donc ça fait des longues queues qui dépassent cette formation, la formation du nucléosome. Donc, l'ensemble de ces protéines contient beaucoup de lysine et d'arginine. Donc, c'est des acides aminés qui sont chargés positivement, donc ils peuvent former plusieurs interactions avec la squelette sucre-phosphate de l'ADN qui est chargé négativement. Donc, l'assemblage des nucléosomes. Donc, les nucléosomes s'assemblent toujours de la même manière. Donc, il y aura le tétramère H3 à H4 qui va se lier à l'ADN. On voit ici dans un premier temps. Et suivi de 2 dimères H2A, H2B qui vont se rejoindre au complexe. Donc, comme vous voyez, les queues N-terminales vont émerger toujours au même endroit par rapport à l'ADN. Donc, par exemple, la queue vert va sortir une fois en avant, mais un côté en avant et un côté en arrière. Donc, on se rend compte que l'organisation, en fait, cette organisation est très stéréotypée. Donc, la structure du nucléosome est très symétrique. Donc, quand on le regarde
en face ou en arrière, on a environ le même image. Et du côté, on voit toujours que c'est super symétrique. Donc, l'interaction des histones avec l'ADN, donc les histones interagissent avec l'ADN, donc ils vont avoir une très grande affinité pour l'ADN. Donc, comme ils attirent très fortement l'ADN, ça va déformer l'hélice pour qu'elle vienne s'entourer autour du nucléosome. Il n'y a pas vraiment de spécificité de séquence dans la liaison des histones à l'ADN. Donc, les histones n'interagissent pas avec les bases en tant que telles, ils interagissent avec le squelette sucre-phosphate. Donc, peu importe la séquence, le noyau d'histone peut se former. Donc, ici à l'image, vous avez les deux H3 et les deux H4. Et donc, le tétramère H3, H4. Et ici, on a les deux dimères, donc le H2A, H2B. Donc, l'interaction des histones avec l'ADN, donc, il y a plusieurs points de contact. Donc, les points de contact, c'est en fait des liens hydrogènes qui vont se former entre les chaînes latérales des protéines, donc des résidus chargés positivement des histones et les phosphates de l'ossature. Donc, étant donné qu'il y avait 147 paires de bases autour d'un histone, donc ça implique 10 paires de bases par tour. Ça fait donc environ 14 fois où le sillon mineur passe proche du noyau d'histone. Donc, il faut environ 14 points de contact. Et à l'intérieur de ça, on est capable de former 140 liens d'hydrogène qui impliquent la plupart du temps l'ossature et aussi parfois des bases au niveau du sillon mineur. Il existe aussi l'histone H1, donc c'est une histone supplémentaire, une 5e histone dans le fond, qui ne fait pas partie du nucléosome, en fait, qui ne fait pas partie du nucléosome, mais il s'associe avec le nucléosome. Donc, il va se fixer sur l'ADN qui a un seul tour et qui passe sur le nucléosome et ça va interagir avec l'ADN intercalaire. Donc, le H1 va s'associer avec l'ADN sur le noyau d'histone et cette association va resserrer les structures. Donc, l'image du haut ici, c'est l'ADN où on a éliminé les histones H1. Donc, là, c'est une forme qui est beaucoup plus relâchée. Et lorsqu'on ajoute le H1, donc la forme, la compaction de l'ADN est beaucoup plus resserrée. Donc, cette présence de H1 est importante pour resserrer cette structure. Donc, une fois qu'on a le H1, donc l'histone 1, et qu'on a resserré la structure, les noyaux d'histone peuvent interagir les uns avec les autres. Et ça se fait via les queues N-terminales des histones pour resserrer la structure soit en solénoïde ou soit en zigzag. Donc, les deux structures, solénoïde ou zigzag, existent probablement aux différents niveaux de la chromatine pour arriver à la forme des fibres en 30 nanomètres. Donc, le rôle des histones dans le maintien de la fibre condensée, c'est en fait que les queues des histones peuvent interagir avec le noyau, donc le cœur des histones, pour maintenir ces structures plus condensées. Et plus tard, quand on va regarder la régulation de la transcription chez les eucaryotes, souvent ces queues des histones vont être modifiées chimiquement. Par exemple, on peut
imaginez qu'un groupement acétyl qui est chargé négativement ou un groupement méthyle peuvent être ajoutés et ça va changer la façon que ces queues peuvent interagir et donc ça va permettre l'ouverture de la chromatine. Donc, il y a des protéines qui vont agir sur la transcription dont leur rôle est de modifier les queues des histones pour desserrer la fibre de chromatine. Donc, il existe aussi des remodeleurs de chromatine, donc qui vont ajouter des groupements chargés et d'autres protéines qui viennent déplacer les noyaux des histones qui interagissent avec les chromosomes et qui sont capables de déplacer les nucléosomes pour permettre l'accès à l'ADN. Donc, tout ça, c'est simplement pour rendre l'ADN accessible. Donc, pendant la réplication, il va falloir déplacer les noyaux. Donc, c'est ici que rentrent en jeu les remodeleurs d'histones qui vont défaire les noyaux d'histones. Donc, typiquement, donc, ici, c'est le noyau d'histone. Donc, habituellement, on va avoir un tétramère qui va rester associé à un des deux brins. Donc, ici, vous voyez le tétramère qui est resté associé, le tétramère original. Et les dimères H2A et H2A et H2B qui vont être libérés et ils vont pouvoir revenir en partie et donc ils reviennent ici et des nouveaux tétramères vont être synthétisés. Donc, quand on réplique l'ADN, il faudra doubler la quantité des histones si on double la quantité d'ADN. Et au fur et à mesure que l'ADN va répliquer, les noyaux d'histones vont être reformés. Donc, il y aura en quelque sorte une compétition entre les anciens et les nouveaux H2A, H2B qui vont être répartis un peu au hasard. Donc, ici, c'est la même vidéo pour vous montrer ici, ce qu'on voyait au début, c'était les chromosomes qui sont marqués. Et en fait, ce n'est pas l'ADN qui est marqué, c'est en fait des histones fluorescentes. Donc, quand les chromosomes se condensent, les noyaux d'histones restent associés à l'ADN. Et quand l'ADN se sépare, les noyaux d'histones restent toujours associés. Et aussi, quand l'ADN se duplique, les histones restent associés à l'ADN. Donc, les histones sont tout le temps, sont toujours associés à l'ADN dans les cellules eucaryotes. Donc, rebonjour tout le monde. On va donc poursuivre avec la réplication. C'est pas ça que je veux partager. Donc, la troisième partie, c'est la réplication. Donc, il y a certains en fait, données factuelles qu'il faut se souvenir pour comprendre comment le processus de réplication se déroule et comprendre le fonctionnement de l'ADN polymérase. Donc, l'ADN polymérase en laboratoire, elle est utilisée pour toutes sortes de choses comme le séquençage, in vitro, la PCR et d'autres réactions importantes. Donc, c'est des notions quand même importantes de savoir qui sont essentielles pour le fonctionnement de cette enzyme.
Donc, comment fonctionne l'ADN polymérase? Dans le fond, on utilise la matrice d'ADN pour la répliquer. Donc, en gros, la réplication, c'est un processus semi-conservatif. Donc, on a le brin original et les deux brins ici vont se séparer et chacune va servir d'une matrice pour créer les deux brins complémentaires. Donc, comme les deux brins sont complémentaires une à l'autre, si on les utilise comme matrice, on va créer deux copies identiques de la molécule originale. Donc, comme ça, au fil des divisions et les formations génétiques, on peut conserver le matériel génétique et la séquence ne va pas changer parce qu'on va toujours incorporer la séquence complémentaire au brin qu'on copie, donc la séquence qui était là avant. Donc, on va parcourir l'ADN de 3' vers 5'. Donc, la synthèse va se faire de 5' à 3' dans le nouveau brin d'ADN. Et l'ADN polymérase va s'associer en haut du duplex du double brin ADN avec une extrémité ici qui est l'extrémité simple. Donc, il y aura une extrémité qui aura un 3' libre, donc le 3' OH, et ça va permettre d'intégrer un nucléotide complémentaire à la matrice. Donc, par exemple, ici, on a un A, donc on va attacher un T, et par la suite, on va attacher un A qui est complémentaire au T, jusqu'à qu'on arrive à un brin qui est déjà commencé plus loin dans l'ADN. Et à chaque fois qu'on attache un nucléotide, on va faire une hydrolyse du pyrophosphate. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, pour catalyser la réaction, on a besoin de hydrolyser l'hydrophosphate qui est sur le nouveau nucléotide. Donc, on va toujours incorporer un nucléotide triphosphate pour nous permettre d'hydrolyser le pyrophosphate. Et donc, ça permet de créer le lien phosphodiester qui va permettre d'intégrer la nouvelle base à la chaîne qui est en cours de synthèse. Donc, on ne peut jamais faire le contraire, c'est-à-dire ajouter un nucléotide au phosphate qui est ici et faire la synthèse de ce côté parce qu'on n'a pas le OH en 3' qui nous permet d'avoir l'énergie pour créer le lien. Donc, la polymérase fonctionne toujours de 5' vers 3'. Et son action principale, bien évidemment, dans la réplication, c'est d'ajouter un nucléotide en 3'. Donc, il faut qu'il y ait une matrice, en fait, un brin matrice déjà présent, et il faut qu'il y ait déjà un brin présent, au moins en partie, pour donner une extrémité 3' libre. Et il faut aussi avoir des nucléotides triphosphate de disponibles. Donc, quand on va reconstituer ces conditions in vitro, on va avoir l'ADN matrice qui va être déjà partiellement hybridé par ce qu'on appelle des amorces, donc qui va servir de brin partiel, et on va rendre des nucléotides disponibles et des enzymes pour permettre à la réaction de survenir. Donc, l'ADN polymérase synthétise le nouveau brin. Donc, c'est en fait la géométrie de l'hélice qui est reconnue par l'ADN polymérase. Donc, ici, vous avez l'ADN polymérase en vert. Donc, c'est illustré comme une main. Donc, il y a les doigts, la paume de la main et le pouce. Donc, ça va prendre l'ADN dans la main et il faut que sa forme soit exactement une double hélice régulière pour que l'ADN polymérase puisse s'associer. Et elle va venir ajouter un nucléotide et avancer, ajouter un nucléotide et avancer, et ainsi de suite. Et en fait, c'est l'écart entre les bases
qui va servir de senseur pour savoir si c'est le bon nucléotide qui est ajouté. Donc, l'espace entre les sucres phosphates du nouveau nucléotide et de la matrice vont être importantes. Et ça va être seulement, l'espace va être seulement correct si la base est complémentaire, si la base qui est incorporée est complémentaire. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'illustrer ici. Donc, on a un nucléotide qui arrive et on a un nucléotide qui est déjà attaché. Donc, c'est en fait l'amorce qui a le OH en 3' de libre. Donc, ici, on essaie de faire un appariement entre A et T. Donc, c'est un appariement qui est correct, qui est complémentaire. Donc, le nucléotide va être positionné de sorte que le phosphate alpha, donc le premier phosphate, va être très proche du OH en 3' et donc la réaction pourra être catalysée. Donc, c'est cette proximité-là, c'est ce qui va permettre de abaisser l'énergie d'activation pour créer le lien. Donc, c'est comme ça que l'enzyme, mais en fait l'ADN polymérase, abaisse l'énergie d'activation pour que la réaction puisse se produire. Donc, par contre, si ce n'est pas le bon nucléotide, donc ici, si on essaie d'apparier un A avec un A, le nucléotide n'est pas correctement placé et ça sera trop loin pour que la liaison se fasse. Ceci étant dit, c'est toujours possible que le mauvais nucléotide soit incorporé, mais il y a beaucoup moins de chances que ça se produise, mais la chance n'est pas nulle non plus. Donc, ce mécanisme fonctionne, mais ce n'est pas très spécifique et ce n'est pas parfait. Donc, cette même logique est utilisée pour en fait exclure les ribonucléotides. Donc, les nucléotides mésapariés ne peuvent pas attacher, comme on l'a vu, et l'exclusion des ribonucléotides est aussi importante parce que dans un noyau eucaryote, il y a beaucoup plus de ribonucléotides que de désoxynucléotides. Donc, c'est tout à fait normal car on a besoin plus de ribonucléotides parce que dans une vie d'une cellule, on produit beaucoup plus d'ARN sous forme d'ARN de transfert, ARN ribosomaux, les ARN messagers et les ARN non codants que de l'ADN. Donc, l'ADN, on va la répliquer une fois pendant la phase S de la cellule. Donc, il y a plusieurs fois plus d'ARN, de ribonucléotides que d'ADN. Donc, juste de façon probabiliste, s'il n'y avait aucune façon d'exclure les ribonucléotides et s'ils pouvaient rentrer aussi bien que les désoxynucléotides, dans le fond, notre ADN polymérase serait une ARN polymérase car elle incorporerait beaucoup plus de ribonucléotides dans la chaîne de synthèse. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment le OH dans la position 2' du ribonucléotide. Donc, ce OH empêche le nucléotide même s'il est correctement apparié. Donc, ici, on a un appariement avec A et U qui est un appariement qui est correct. Donc, ce OH empêche de se positionner correctement pour être attaché au 3' du nucléotide précédent. En bleu, ici, c'est un acide aminé particulier qui est vraiment gros et qui a une chaîne latérale qui empêche de positionner correctement les ribonucléotides. Donc, les ribonucléotides sont exclus du site actif de l'ADN polymérase. Si on faisait une mutation dans ces acides aminés qui prennent beaucoup de place, on agrandirait la poche d'ADN polymérase et à ce moment-là, elle pourrait incorporer des ribonucléotides dans la chaîne.
Donc, la polymérisation de l'ADN, c'est une réaction qui est processive. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, ce n'est pas compliqué pour l'ADN polymérase. En fait, c'est compliqué pour l'ADN polymérase pour venir positionner la première fois ici, mais une fois qu'elle est fixée sur son substrat, elle va ajouter les nucléotides les unes à la suite des autres sans devoir recommencer sa fixation à chaque fois. Donc, l'analogie derrière un processus processif, dans le fond, c'est de monter une fermeture d'éclair. Donc, une fois qu'on a engagé la glissière, ça monte tout seul par rapport au bouton où pour chaque bouton, on doit recommencer la réaction. Donc, toutes ces réactions d'ADN polymérase, d'ARN polymérase et même la traduction sont des réactions processives. Donc, une fois qu'on a mis ensemble tout le complexe, la réaction va s'enchaîner, mais c'est de mettre le complexe ensemble qui est compliqué. Donc, les substrats de l'ADN polymérase sont les DNTP, donc les nucléotides triphosphates. C'est bien important d'avoir les 3 phosphates. L'ADN matrice, donc un ADN simple brin qui va être hybridé à un autre brin d'ADN ou d'ARN pour avoir l'extrémité OH libre. Donc, dans la cellule, ce qui permet de placer l'amorce, c'est en fait une ARN polymérase spéciale qu'on appelle la primase. Donc, parce que les ARN polymérases, contrairement aux ADN polymérases, sont capables de synthétiser de façon de novo, donc c'est-à-dire placer vraiment les premiers nucléotides. Donc ici, on voit que la primase a placé les 2 premiers nucléotides. Et en fait, c'est une question de géométrie parce que la primase est capable d'associer assez solidement aux nucléotides libres du simple brin pour pouvoir attacher les nucléotides complémentaires. Tandis que l'ADN polymérase n'est pas capable, il faut déjà qu'il y ait un bon bout de double brin pour qu'elle puisse venir s'attacher à la matrice. Donc, il y a aussi d'autres protéines qui viennent aider la primase à s'associer à l'ADN pour pouvoir ajouter des nucléotides. Mais la primase n'est pas très processive. Donc, elle va ajouter quelques nucléotides, comme on le voit ici, environ une dizaine, et elle va rapidement perdre son affinité pour l'ADN et être remplacée par l'ADN polymérase qui a une plus grande affinité pour les séquences double brin que la primase vient de créer. Donc, l'ADN polymérase va pouvoir utiliser cette partie en bleu comme amorce pour maintenant venir compléter le fragment, donc amorcer la réaction. Ça veut aussi dire qu'éventuellement, il faudra éliminer ces morceaux d'ARN, sinon notre chromosome aura plein de portions hybrides d'ARN, d'ADN intercoupées, mais en fait intercoupées d'ADN double brin. Mais ce n'est pas le cas, les chromosomes sont formés uniquement d'ADN, donc ces ribonucléotides devront être remplacés. Donc, pour remplacer cette amorce, on utilise une enzyme qui s'appelle la RNase H qui dégrade les hybrides ARN-ADN. Donc, le H qui représente le H de l'hybride. Donc, en vert, ici, c'est l'amorce et le reste, c'est la portion de l'ADN qui a été synthétisée. Donc, la RNase va s'attacher du côté 5' qui n'est pas attaché à une amorce et elle va venir enlever les nucléotides jusqu'au dernier. Le dernier nucléotide, en fait, le dernier ribonucléotide reste là parce que la RNase n'est pas capable de couper un lien entre un ribonucléotide et un désoxynucléotide.
Donc, pour ça, il faut une autre exonucléase qui va venir retirer le dernier nucléotide. Et ensuite, l'ADN polymérase va venir où il y a une extrémité 3' et va venir faire la synthèse de la chaîne complémentaire. Donc, elle aura une extrémité 3' OH libre ici et elle va créer donc un duplex ADN-ADN, dans le fond, ce qui correspond à son substrat. Mais, encore une fois, elle ne pourra pas compléter le dernier nucléotide, donc qui était attaché à l'amorce précédemment. Donc, il y a une brèche. Donc, en anglais, ça s'appelle un nick ou une césure. Et c'est l'ADN ligase qui va venir faire ce dernier lien. Parce qu'on ne veut pas garder des trous dans l'ADN, parce que dès qu'il y a un trou, c'est une possibilité d'avoir une cassure double brin ou c'est une porte d'entrée pour des exonucléases qui se promènent dans la cellule. Donc, la ligase qui va venir attacher le dernier lien, en fait, les deux fragments d'ADN, elle va utiliser de l'ATP, donc elle va dégrader, elle va hydrolyser un ATP pour libérer un pyrophosphate et utiliser ce transfert d'énergie pour venir attacher et créer un lien phosphodiester entre le 3' du nucléotide et le 5' du nucléotide suivant. Donc, comment tout ça va se faire? C'est de façon en fait très mécanique. Donc, dans le chromosome, la réplication se fait dans ce qu'on appelle une fourche de réplication. Donc, c'est l'endroit en fait où l'ADN va s'ouvrir. Donc, la molécule est continue et à quelque part au milieu, mais en fait, à plusieurs endroits au milieu, elle va s'ouvrir. Il y a plusieurs fourches de réplication et on va avoir les deux brins qui vont se séparer et former cette fourche de réplication. Donc, ici, on a un brin qui sert de matrice. Donc, l'extrémité 3' est là. Donc, le nouveau fragment pourra facilement être synthétisé de 5' vers 3', donc de façon continue. Et c'est ce qu'on appelle le leading strand, étant donné qu'il est synthétisé de façon continue. Et celui-ci va vers l'ouverture de la fourche. L'autre brin est aussi synthétisé de façon simultanée, mais ça peut juste être synthétisé de 5' vers 3'. Donc, ça va être synthétisé en petits morceaux et c'est ce qu'on appelle le lagging strand, donc le brin retardé. Donc, ici, comme ça se synthétise en plusieurs morceaux, on a la présence de plusieurs amorces que vous voyez en vert. Donc, ça va synthétiser de ici vers la gauche et la même chose. Donc, ça va créer ce qu'on appelle des fragments de Okazaki. Donc, c'est les petits morceaux d'ADN qui vont être synthétisés dans le lagging strand. Donc, ça, c'est vrai autant chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. La différence, c'est vraiment les longueurs des fragments qui sont beaucoup plus longs chez les eucaryotes. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette fourche de réplication a aussi une image miroir de l'autre côté, donc c'est-à-dire ici. Et la même chose se produit dans l'image miroir, sauf que le brin du haut, pendant que la polymérase qui synthétise de façon avancée ici, il y aura une polymérase qui va synthétiser en fragments de Okazaki de l'autre côté. Et le brin du bas va être le leading strand dans l'image miroir de cette fourche de réplication. Donc, pour créer cette disposition en fourche de réplication, il faut ouvrir la double hélice d'ADN. Donc, c'est une enzyme
C'est une autre enzyme qui va faire ça qui s'appelle l'hélicase. Donc, c'est l'enzyme qui sépare les deux brins. C'est un hexamère donc, qui est composé de 6 sous-unités identiques et qui est en forme de beigne et qui va venir positionner sur l'ADN simple brin et parcourir ce ADN pour le séparer. Donc, ça progresse le long du brin en utilisant l'ATP pour se déplacer et ça va dans la direction 5' à 3'. Donc, ça va entraîner la séparation des deux brins d'ADN et ça va ouvrir la fourche de réplication. Et en ouvrant la fourche de réplication, elle libère les deux ADN simple brin, mais ces ADN vont tout de suite se réapparaître s'il n'y a pas d'autres protéines qui les retient en position. En fait, à cause de leur complémentarité, ils ont quand même une assez forte affinité, mais les deux chaînes ont une forte affinité l'un pour l'autre, donc ils vont se réapparaître s'il n'y a pas d'autres protéines d'impliquer. Donc, pour stabiliser l'ADN, les deux chaînes d'ADN simple brin, on a besoin d'autres protéines qui vont s'appeler les protéines SSB pour Single Strand Binding. Donc, c'est des petites protéines qui s'associent à l'ADN simple brin, comme ici. Ces protéines s'interagissent aussi les uns avec les autres pour stabiliser l'association. Il y a aussi une autre protéine qui est super importante pour organiser la réplication et c'est ce qu'on appelle les anneaux coulissants. Donc, ici, on voit que les anneaux coulissants sont formés de deux parties et ils s'associent sur l'ADN double brin. Donc, cette protéine est chargée par une enzyme qu'on appelle le clamp loader qui fait partie du complexe de l'ADN polymérase. Donc, le clamp loader vient charger sur le double brin l'anneau coulissant qui lui aussi est associé à l'ADN polymérase et ça stabilise l'association de l'ADN polymérase avec l'ADN. Donc, sans anneau coulissant, l'ADN polymérase aurait tendance à débarquer beaucoup plus souvent qu'avec l'anneau coulissant. Donc, ça va permettre de synthétiser de beaucoup plus longs morceaux ou de portions d'ADN grâce à ce anneau coulissant. Donc, l'holoenzyme. Donc, jusqu'à date, on parlait de l'ADN polymérase. Donc, on considérait vraiment cette partie en vert qui est la sous-unité catalytique de l'ADN polymérase. Donc, in vitro, cette partie en vert est suffisante pour synthétiser un brin d'ADN. Par contre, in vivo, pour répliquer l'ADN, il faut que l'ADN, en fait, pour répliquer le chromosome, il faut que cet ADN polymérase soit en complexe avec toutes ces protéines. Et c'est ce qu'on appelle l'holoenzyme. Donc, il y a deux protéines tau qui sont comme des bras, le complexe gamma qui est le poseur d'anneaux et qui pose l'anneau coulissant. Donc, on va avoir deux sous-unités catalytiques associées à deux protéines tau associées au poseur d'anneaux. Et c'est ce qui va créer l'holoenzyme, donc qui désigne ce enzyme au complet. Et ça va permettre de coordonner parce que tout ça va s'associer à la primase et l'hélicase. Et toutes les actions d'ouverture de l'hélice, d'ajout de l'amorce et la fixation de l'ADN polymérase sur l'amorce va être coordonnée par cette association qui va être créée avec l'holoenzyme. Donc, ici, c'est en fait pour faire un petit résumé. Donc, ici, on a l'hélicase en orange et on représente juste un côté, mais ça se passe de la même manière dans l'autre direction du brin d'ADN également. Donc, l'hélicase va venir séparer les deux brins d'ADN. Les protéines SSB vont s'associer à l'ADN simple brin
et l'amorce qui n'est pas illustrée va également venir s'associer. Donc, l'anneau coulissant va être posé par le poseur d'anneau pour stabiliser l'ADN polymérase en vert sur l'ADN. Donc, on a les ADN qui sont en cours de synthèse. Et ici, la primase va venir. La primase vient d'arriver dans le fond, car elle a été attirée par l'hélicase. Donc, la primase a une forte affinité pour l'ADN et l'hélicase et elle va venir ajouter quelques nucléotides. Et au fur et à mesure qu'elle ajoute une dizaine de nucléotides, elle va s'éloigner de l'hélicase. Donc, elle va perdre son affinité et elle va devenir beaucoup moins processive et son affinité va diminuer, donc elle va débarquer. Et c'est pour ça qu'elle synthétise seulement des petits bouts d'amorce. Donc, ici, la primase se détache. Et on a aussi, en fait, cette partie qui s'est détachée. Dans le fond, cette sous-unité d'ADN est arrivée à l'amorce précédente. Donc, elle a rencontré une séquence double et elle se détache. Et donc, elle va venir poser son anneau coulissant à une autre place. Et donc, l'anneau coulissant va être posé sur le duplex amorce matrice, ce qui va permettre la sous-unité catalytique de venir se positionner à ce endroit et synthétiser ce morceau d'ADN. Donc, ça va pouvoir synthétiser ce morceau jusqu'ici. Et quand elle arrive ici, le cycle va recommencer. Et pendant ce temps-là, l'autre sous-unité catalytique va continuer de synthétiser le brin avancé, donc le leading strand, sans interruption. Et tout ce processus continue, en fait, ça recommence et ça continue jusqu'à que l'hélicase rencontre un autre morceau de double brin qui va faire en sorte de détacher tout ce complexe. Donc ça, c'est une petite vidéo Ouais, donc ça, c'était une vidéo pour simplement représenter en dynamique et en temps réel, dans le fond, comment la réplication d'ADN se passe. Donc, là, on vient de voir comment l'ADN est répliqué, mais en fait, les deux dernières parties du cours concernent comment ça débute et comment ça termine, la réplication. Donc, on va parler des origines de réplication en premier. Donc, c'est l'endroit où la réplication va commencer. Donc, avec la fourche de réplication, c'était l'hélicase qui venait s'associer à l'ADN simple brin pour pouvoir les séparer en deux brins. Cependant, on a un problème parce que l'hélicase sépare les deux brins, mais pour pouvoir s'associer, elle doit s'associer à un simple brin. Donc, pour
régler ce problème, ça va prendre d'autres protéines pour venir permettre de poser l'hélicase à l'origine de réplication. Donc, dans un chromosome circulaire, le problème il est moins évident. En fait, le problème est évident dans le sens qu'il n'y a pas de point d'entrée comme dans un chromosome linéaire. Donc, on ne peut pas dire qu'on va commencer à l'extrémité parce qu'il n'y a pas d'extrémité. Mais chez les bactéries, il y a un endroit qui s'appelle l'origine de réplication et c'est un endroit unique où la réplication va commencer et ça va procéder dans les deux directions à la fois. Et quand ça arrive ici, ben on aura complètement répliqué le chromosome. Donc ici, on voit une image en microscopie électronique. Donc, on a notre chromosome ici et on a deux morceaux qui sont en train de se répliquer ici. Dans les chromosomes linéaires, ça commence aussi au milieu car on a plusieurs origines de réplication et on ne commence donc pas à l'extrémité. Donc, la réplication va se commencer à plusieurs endroits et va procéder dans les deux directions en même temps. Donc, comment est-ce que les origines de réplication sont reconnues? Donc, c'est un processus qu'on comprend bien comment ça se passe chez E. coli parce que c'est plus facile de le comprendre car il y a juste une seule origine de réplication. Chez les eucaryotes, c'est plus compliqué parce qu'on a plusieurs origines de réplication qui sont disséminées un peu partout sur le chromosome. Donc, ils ne sont pas toujours tous utilisés. Il y a toujours un sous-ensemble des origines de réplication qui sont utilisées à chaque réplication. Donc, c'est un peu plus complexe d'aller voir qu'est-ce qui se passe exactement. Tandis que chez E. coli, si on fait une mutation et dans l'origine de réplication, on a un effet tout de suite. Par contre, chez les eucaryotes, si on mute une origine de réplication, ça n'a pas d'effet car il y a d'autres origines de réplication à côté qui peuvent être utilisées. Donc, l'origine de réplication chez E. coli, ça s'appelle ORIC. Donc, c'est l'endroit sur le génome où il y a une séquence spécifique qui est composée de motifs répétés. Donc, c'est 13 nucléotides suivis de 9 nucléotides. Donc, cette séquence va recruter une protéine initiatrice qui s'appelle la DNA-AATP. Donc, et cette séquence en bleu, elle est riche en AT, donc plus facile de séparer qu'une séquence riche en GC. Et donc, la protéine initiatrice recrute les protéines nécessaires à l'origine de réplication. Donc, il s'agit de DNA-B, qui est l'hélicase, et DNA-C, qui est le poseur d'hélice. Donc, tout ça va rester là et éventuellement, la DNA-C va venir séparer les deux brins pour poser les hélicases sur chacun des deux brins. Et les hélicases vont partir chacune dans leur direction. Donc, chez les eucaryotes, ce processus-là est couplé avec le cycle cellulaire. Donc, on a des complexes de pré-initiation qui se forment et qui contiennent l'hélicase, mais qui sont inactifs, donc qui restent un peu dormants. Donc, ils sont formés à différents endroits du génome et on appelle ça des complexes de pré-réplication, donc pré-RC. Donc, les protéines ORC reconnaissent les origines de réplication et viennent se fixer sur l'ADN sur ce endroit. Et c'est les CDK qui vont déterminer l'activité de ces origines de réplication. Donc, le niveau de CDK en phase de croissance demeure bas. Donc, les protéines vont pouvoir s'assembler. Donc, les complexes d'initiation de réplication peuvent s'assembler sur les origines de réplication, mais restent inactifs jusqu'à qu'on arrive en phase S. Et c'est la phase où on déclenche la réplication d'ADN. Donc, à la phase S, les niveaux de CDK augmentent rapidement, ce qui active les origines de réplication et le complexe pré-RC. Et donc, ça permet de poser les hélicases et de répliquer la chromatine.
Et tant que les CDK demeurent élevés, il n'y aura pas d'autres complexes qui vont se former. Donc, pendant toute la mitose, oui, pendant toute la mitose, le complexe ne se formera pas. Et quand on arrive à la phase G1 suivante, donc ça va correspondre au moment où les CDK vont descendre et donc la reformation de ces complexes. Et comme ça a déjà été mentionné, la synthèse se fait de façon bidirectionnelle, donc ça va se faire dans les deux directions. Donc, notre holoenzyme ici va venir poser une sous-unité catalytique, une ici et une ici, et les deux holoenzymes qui vont fonctionner de façon parallèle dans des directions opposées et permettre la synthèse des deux brins à la fois. Donc, il y a la synthèse du brin continu ici. Et de l'autre côté, par en arrière, ça va être un brin qui va être synthétisé de façon discontinue. Donc, ça, c'est simplement pour illustrer qu'il n'y a pas un brin qui va être répliqué de façon complètement continue et un autre brin complètement de façon discontinue. Ça se fait par portion, dépendamment de où se situe l'origine de réplication. Donc, la dernière partie, c'est la réplication des télomères. Donc, comme on a vu tantôt, pour commencer la réplication, on avait le problème de comment on va ajouter comment on va ajouter les hélicases sur un ADN qui est double brin. Et pour terminer la réplication, on a aussi un problème relié à la réplication des extrémités des chromosomes. Donc, qui va impliquer la réplication des télomères. Donc, on n'a pas beaucoup ce problème chez les prokaryotes parce que le chromosome est circulaire et donc il est continu. Donc, il s'agit simplement d'attacher un bout avec l'autre en utilisant la ligase. Mais c'est un problème important chez les organismes qui ont un chromosome linéaire, donc les eucaryotes, entre autres. Donc, pourquoi c'est problématique? Dans le fond, on réplique de façon 5' vers le 3'. Donc, comme vous voyez ici, le brin du haut qui est le leading strand. Donc, ici, ça arrive jusqu'au bout et il n'y a pas de problème. Cependant, le brin du bas, l'extrémité du chromosome ne va pas être répliquée, étant donné que ce brin se réplique de façon discontinue, donc c'est par petits morceaux. Et quand on arrive au bout, pour que la primase puisse ajouter l'amorce, il faut qu'elle s'associe à l'hélicase. Et pour que l'hélicase soit associée à l'ADN, il faut qu'il y ait une séquence. Mais on n'a plus de séquence sur laquelle ajouter l'hélicase ici, où la primase pourra éventuellement se fixer. Et donc, même si on peut positionner notre primase pour qu'elle puisse ajouter l'amorce, on serait vraiment complètement à l'extrémité du brin 3' de notre chromosome. Donc, le problème en fait, le problème est que même si on ajoute la primase à l'extrémité complète du brin 3', après ça, il faudra dégrader les nucléotides ajoutés par cette primase. Et donc, la protéine qui va venir enlever les ribonucléotides, mais en fait, elle pourra les enlever, mais après ça, il faut synthétiser les nucléotides qui manquent. Donc, quand on a enlevé l'amorce, il faut les remplacer par des désoxynucléotides. Donc, il faut que l'ADN polymérase se fixe à un duplex ADN-ADN pour avoir une extrémité 3' libre pour synthétiser ces nucléotides manquants. Mais quand on est à l'extrémité, on n'a donc pas on n'a pas de nucléotide 3' libre, donc on ne peut pas compléter la brèche qui est créée par l'élimination de l'amorce. Et de toute façon, on ne peut pas poser l'amorce complètement à l'extrémité. Donc,
on va rester comme ça avec le nouveau brin d'ADN. Donc, son extrémité 5' va être complètement répliquée, mais pas son extrémité 3'. Donc, le nouveau brin est donc partiel. Il manque l'extrémité complète. Et quand ce brin-là va servir de matrice pour la réplication, comme ici, même si on peut aller jusqu'au bout, ça ne sera pas le même bout que le bout original. Donc, il va nous manquer un bout de chromosome. Donc, à chaque réplication, les chromosomes vont raccourcir. Donc, ici, on a simplement illustré une extrémité, mais la même chose va se produire à l'autre extrémité. Donc, le bout 5' de nos chromosomes, à chaque fois qu'ils se répliquent, vont être plus courts que la génération d'avant. Donc, comment on fait pour régler ce problème? Parce que ça fait en sorte que les chromosomes raccourcissent et à chaque génération, en fait, se raccourcissent à chaque génération. Puis, au nombre de fois qu'on va répliquer l'ADN dans un cours de vie d'un organisme pluricellulaire, c'est quand même assez significatif. Et même si on ne perd pas beaucoup de nucléotides, au fur et à mesure qu'on perd, on peut perdre des portions très longues juste après quelques divisions et les chromosomes vont être complètement déstabilisés et la cellule va mourir. Donc, pour régler ce problème, l'évolution a inventé une enzyme qui s'appelle la télomérase, dont leur rôle est en fait d'allonger les extrémités 3' des chromosomes. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va quand même continuer à perdre un bout de chromosome à chaque division, mais on va perdre des bouts qui ont été ajoutés par cette enzyme. Donc, ils ne font pas partie de la structure du matériel génétique de base. Donc, dans le fond, on va ajouter du matériel génétique en prévision de le perdre. Donc, comment fonctionne la télomérase? Donc, la télomérase, c'est une ribonucléoprotéine. Donc, ça veut dire que c'est un complexe formé d'ARN et d'une protéine. Donc, la portion protéine en vert, c'est comme une ADN polymérase, un peu particulière, mais elle fonctionne de la même manière. Donc, c'est comme le site actif de notre ADN polymérase. Et la portion ARN en bleu, c'est un ARN qui va se servir de matrice pour l'ADN polymérase qui compose la télomérase. Donc, ce ARN en bleu est en fait complémentaire à l'extrémité 3' et la portion d'ADN qui est en vert va venir ajouter les nucléotides complémentaires à la matrice d'ARN à l'intérieur du télomérase. Donc, par exemple, ici, on a ajouté des GGGTT comme en continu. Donc, on a une séquence répétée de GGGTT. Et donc, l'extrémité de notre chromosome va être constituée de cette longue séquence répétée qui est habituellement une dizaine de nucléotides qui peuvent se répéter et ça peut varier d'une espèce à une autre. Donc, dans le fond, c'est le complémentaire de la séquence en bleu A, CCCA qui est présente ici. Donc, l'ARN de la télomérase s'hybride en 3' du chromosome. Elle utilise sa partie ARN comme matrice pour allonger l'extrémité 3' des chromosomes et ensuite se déplace pour faire la même chose jusqu'à ce que le télomère soit suffisamment long. Donc, il va y avoir des protéines spécifiques qui vont associer au télomère. Plus le télomère est long, plus il va y avoir de protéines associées. Et lorsqu'il sera assez long, la polymérase n'aura plus d'affinité pour l'extrémité du chromosome et va arrêter de fonctionner. Et donc, l'activité de la télomérase est assez régulée dans le temps. Donc, chez l'humain, elle est très active dans les cellules embryonnaires et beaucoup moins active dans les cellules plus vieilles, de sorte qu'on a une banque de longueur de chromosomes qui s'épuise
Et on pense aussi que ça peut servir d'horloge interne pour le nombre de divisions qu'un organisme unicellulaire euh, peut subir. Et si à chaque division, on perd un peu de chromosomes, on aura perdu toutes les séquences ajoutées par la télomérase. Et par la suite, on perdrait des morceaux d'ADN qui sont significatifs dans notre matériel génétique. Et ça pourrait déstabiliser le chromosome et la cellule qui entrerait en apoptose. Donc, ceci conclut le troisième cours.